proposé pour commencer, initier, je dirais, ce congrès. Comme un écho à ce que nous allons vivre pacifiquement pendant ces 3 jours, d'un congrès à l'autre. Parmi vous, chers amis tourangeaux ou d'ailleurs, historiens ou amateurs d'histoire, Montpellier par définition curieux d'apprendre, beaucoup connaissent Éric Allary. Cher Éric, comment te présenter sans faire moi-même une conférence sur ton parcours à la fois exemplaire, une réussite républicaine et brillante sur le plan universitaire? Professeur de chaire supérieure au lycée Descartes de Tours, docteur en histoire, chercheur et écrivain, président du conseil d'administration du Centre européen de promotion de l'histoire. Ça a l'air très compliqué, en fait, c'est la structure qui organise les rendez-vous annuels de l'histoire à Bois, qui est un événement international. Les 2 guerres mondiales, la vie des Français pendant ce premier XXe siècle, constituent un champ de recherche privilégié, sans oublier le passionnant ouvrage que je vous commande hautement sur l'histoire des enfants au XXe siècle, publié en 2022. Je te laisse la parole pour un temps qui ne peut être qu'un grand moment culturel à la mesure du langue. Merci à toi, Éric. Merci beaucoup. Ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça arrive. Merci beaucoup, je répète. Madame la Présidente, merci Michel, merci à tous. Je suis très heureux d'être évidemment celui qui va ouvrir ce congrès international de la MOPA, d'autant plus qu'ici, je viens souvent assister à votre place à des soutenances de thèse de doctorat. Mais c'est ici que j'ai fait une grande partie de mes études, et c'est à quelques mètres que j'enseigne en Hippocalicale. On n'est pas peu fiers de recevoir la capitale éphémère, comme l'a été Tours en 1940, mais pour des raisons plus dramatiques, donc on verra tout à l'heure, la capitale éphémère de la MOPA. Donc merci à vous, et c'est une gageure de parler de l'histoire de Tours d'une guerre à l'autre, c'est-à-dire de 1914 jusqu'à 1945. Et d'une part, donc, on va essayer de faire cette histoire d'une ville qui, vous comprenez, est assise sur un fleuve et une rivière, la Loire bien sûr, au nord, et au sud, le Cher. Donc c'est une histoire souffrante dont on va parler entre 1914 et donc 1945. Je propose en gros 3 parties. C'est le rythme ternaire des Normaliens, on n'y peut rien. Mais c'est très pratique, puisque d'une guerre à l'autre, il y a la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi faire plus difficile quand on peut faire simple? Alors, d'abord, on verra évidemment que 14-18 a été un choc terrible pour les Tourangeaux, comme pour les Français en général. Bien sûr, l'entre-deux-guerres a été une période où les Tourangeaux ont essayé de faire leur deuil, mais surtout ont commencé aussi à reconstruire certains quartiers ou à construire de nouveaux quartiers. Mais évidemment, la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus terrible encore pour ces destructions, par ces destructions, en ce qui concerne Tours, qui va être détruite à plusieurs reprises, une grande partie de la ville de Tours, c'est-à-dire qu'entre ici, là où vous êtes assis, et l'hôtel de ville où nous nous rendrons tout à l'heure, une grande partie de la ville a été détruite, qui en 1940, qui en 1944, d'abord par les Allemands en 1940, et par les bombardements américains en haute altitude en 1944. Donc la ville de Tours, comme Saint-Nazaire, mais dans une moindre mesure, ou Royan et d'autres encore, était aussi une ville de baraquement après la Seconde Guerre mondiale. D'abord, le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête, donc c'est évidemment une ville qui vit au rythme de ce qu'on appellera plus tard, la Belle Époque, appellation qui date de l'après-guerre, la Première Guerre mondiale, avec ses tramways, avec un pont qui ne s'appelle pas Wilson encore, puisque la Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu, et où l'on trouve à chaque bout la barrière d'octroi, vieux symbole de l'époque moderne. Donc cette ville de Tours, tant bien que mal, se développe, d'autant plus qu'à la Belle Époque, entre 1890 et 1914, le rail est arrivé, et pour les Parisiens, rien de plus facile que de venir à Paris, de venir en Touraine, dans la vallée de la Loire, pour évidemment visiter le château de la Loire. Et évidemment, Tours commence à gagner beaucoup d'argent avec le tourisme, et elle est un carrefour, à un moment aussi où Tours, à la veille de la guerre, a réussi à dompter les bords de la Loire. Il faut penser qu'en moins de 80 ans, eh bien,
La vase qui faisait office de port ici, là, à 50 mètres d'ici, qui était le port de Tours, a été empierré et évitant aux crues de rentrer par cette plage de vase dans la ville de Tours, rejoignant les crues du Cher. Vous imaginez l'état de Tours au moment des grandes crues du Cher et de la Loire. Donc, on y vit paisiblement à Tours à la veille de la Grande Guerre, avec tout de même ces inégalités sociales. Il y a une forte activité industrielle. Tours, c'est près de 5000 ouvriers. La révolution industrielle a aussi creusé son sillon dans la ville de Tours. Et donc, c'est une ville qui est assez attractive sur le plan économique et sur le plan industriel, plus particulièrement avant la Grande Guerre. La rue nationale, c'est la rue principale de Tours. Tout se fait autour de la rue nationale. On a l'impression que quand on raconte l'histoire de Tours, c'est surtout l'histoire de la rue nationale, jusqu'à la plage Jean Jaurès. Je vous rassure, ça se poursuit par une grande avenue qui va jusqu'au nord. Enfin bref, 6 km. 6 km pour aller d'ici jusqu'au nord, jusqu'au sud de Tours. C'est pas rien. Donc c'est une construction assez particulière, une conception, on va dire géométrique, assez particulière. La rue nationale connaît donc une activité commerçante très foisonnante et évidemment, 1914, la mobilisation, la vie tourangelle qui s'est gagnée beaucoup avec le Grand Théâtre va connaître les défilés, puisque beaucoup de défilés militaires, puisque Tours est une ville de caserne aussi, une ville de caserne, et avec le 6-6 notamment, le 66e régiment d'infanterie, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, le 6-6, et en 1914, donc, vous le savez, c'est la stupeur dans tout le pays, d'autant plus que les Tourangeaux se souviennent d'avoir été occupés pendant quelques mois par les Prussiens. Et donc, pour les plus vieux, évidemment, mais tout le monde avait un peu oublié cette occupation prussienne. Après tout, 40 ans se sont écoulés, le revanchisme a un petit peu disparu depuis lors. Eh bien, dans l'école républicaine, dans la Troisième République, eh bien, les enfants apprennent surtout qu'ils possèdent quasiment le monde. La carte sur les tableaux est toute rose, de l'Empire colonial français, évidemment. Mais on a oublié qu'il y a 2 500 000 Français qui sont en Alsace-Moselle. Et la vie commence évidemment très rapidement à être très difficile. Les Tourangeaux vivent donc avec des militaires et la mobilisation est forcément un moment particulier. Les soldats, voilà ici par exemple une photo du 6-6, s'en vont. La fleur au fusil, c'est une légende, vous le savez très certainement, ceux qui ont lu beaucoup sur la Grande Guerre. Disons qu'il y a une forme de tristesse, quand même, de résignation. La guerre est là, mais tout le monde pense que la guerre ne durera pas très longtemps. Les témoignages des Tourangeaux montrent très bien, comme ceux de n'importe quelle campagne et ville de France, que finalement tout sera réglé avant octobre. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des photos où sur les wagons qui partent de la gare de Tours, à la Craie, les gars ont marqué à Berlin, on sera rentré pour les vendanges. Évidemment, il y a beaucoup de vignes tout autour. Et l'armée française n'a même pas prévu de permission, puisque les premières permissions n'ont été délivrées qu'en juin 1915, pour vous dire l'improvisation aussi de cette guerre d'un genre nouveau dont personne ne pouvait imaginer qu'elle serait, comme on l'appelait plus tard, totale. Un peu comme la guerre de sécession qui avait été un laboratoire de la guerre moderne entre 1861 et 1865. Bref, les rues, les avenues s'animent du pas cadencé des soldats qui convergent donc vers la guerre, vers la gare de Tours. C'est le grand saut à ce moment-là dans l'inconnu. La ville de Tours est pavoisée de drapeaux tricolores. Et puis, très rapidement, tout le monde se rend compte que la ville s'est vidée de ses hommes. Il y a encore quelques civils qui assistent à des prises d'armes. Dans la cour du lycée Descartes, il y a un capitaine français, un capitaine Kling, qui présente le drapeau français au 1er bataillon du 66e régiment d'infanterie. Il rappelle aux soldats qu'il faudra se battre pour les 3 couleurs. Voilà ce qu'il dit, c'est pour lui, c'est-à-dire le drapeau, qu'il faudra vous faire casser la figure. Hop, pas de dessin, en une phrase, le dessin est ainsi ciselé. Les entreprises, les administrations s'organisent dans les jours qui viennent. Au lycée Descartes, il y a un service de santé qui installe un hôpital temporaire. Alors la censure a beau cacher aux Tourangeaux ce qui se passe dans les premiers jours d'août et de septembre, les Tourangeaux ne sont pas dupes, ils voient très vite arriver les trains à la gare de Tours, en plus de blessés. 2 blessés qui sont morts pendant le voyage, 2 blessures qui déjà sont recouvertes d'asticots, parce que les voyages ont duré beaucoup plus longtemps que prévu.
alors qu'on leur avait dit que tout se passait bien, sauf qu'aujourd'hui on sait qu'en août et en septembre, il y a 2000 soldats qui meurent chaque jour sur le front. Et des centaines de Tourangeaux sont déjà morts à la fin du mois de septembre, et les familles se rendent très bien compte que la guerre est beaucoup plus grave qu'on que la propagande militaire leur a présenté. Alors c'est vrai que le Tours a été une ville militarisée dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, mais les civils reprennent la main à l'échelle nationale comme à l'échelon local et à l'échelon tourangeau. Donc la guerre, si vous voulez, très rapidement, ce sont des femmes qui sont obligées de se débrouiller toutes seules, ce sont des Tourangelles qui vont conduire, comme partout dans les grandes villes de France, les tramways, il n'y a plus d'hommes, ce sont des Tourangelles qui vont aller travailler dans des usines d'armement, et en même temps, il y a des différences entre les groupes sociaux. Par exemple, j'ai retrouvé des lettres de femmes de la bourgeoisie tourangelle qui se plaignent auprès du préfet de ne plus avoir de domestiques. Ah non, elles ne peuvent plus rétribuer de domestiques, puisque le mari qui était médecin n'a qu'une seule d'officier, qui est bien inférieure au salaire ou à la rétribution du médecin. Et d'ailleurs, elles ont trouvé un relais assez intéressant pour elles à l'époque, c'est Maurras. Maurras va écrire un article pour défendre les domestiques, ces domestiques qui doivent être absolument fournis à ces femmes de la bourgeoisie, etc. Donc, dans la presse locale, il y a quelques, on va dire, résumés de ce que Maurras écrit dans la presse nationale sur la grave difficulté de trouver des domestiques, et surtout pas de les trouver, mais plutôt de les payer. Pendant ce temps-là, le bilan humain continue de s'aggraver. Des soldats, des officiers, plusieurs centaines de soldats sont faits prisonniers. Je vous rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 800 000 prisonniers de guerre français, on l'oublie souvent dans le général de Gaulle, et des centaines de Tourangeaux reviennent dans un cercueil. En même temps, Tours devient un centre d'établissement hospitalier militaire, avec des hôtels qui sont réquisitionnés, des institutions catholiques d'enseignement qui sont réquisitionnées pour faire des hôpitaux de fortune. Alors les femmes de la bourgeoisie, justement, vont s'occuper à soigner dans ces hôpitaux de fortune, mais des milliers de blessés pendant toute la guerre arrivent à Tours. Et Tours aussi va détenir des prisonniers de guerre allemands. Ils sont près de 1200 en 1916, donc il faut monter un camp spécial pour les prisonniers de guerre allemands au nord du pont, ici, là, de l'autre côté, sur la rive droite de la Loire. Il y aura même, à la fin de la guerre, jusqu'à 4000 prisonniers de guerre allemands à Tours, qui resteront là pendant quelques temps. Les premiers prisonniers allemands, d'ailleurs, arrivent dès le 1er septembre 1914. Et puis Tours aussi est connu pendant la Première Guerre mondiale parce que Tours est une place d'aviation militaire. Même si l'aviation ne revêt pas au début de la guerre une grande importance, à mesure qu'on avance dans la guerre, il va y avoir un début de perfectionnement des aviations, qui du côté allemand, qui du côté français. Alors, bien sûr, c'est du côté de Parcébélé, une petite cité qui est au nord de Tours, où est installée une école d'aviation à la fin de 1915. Mais à Tours, ce sont surtout les Tourangelles qui sont sur le front du quotidien, qui doivent faire, comme disaient certaines, bouillir la marmite, et qui en ont assez. Et dans toute la France, et à Tours notamment, on a ici un défilé. Alors elles sont très joyeuses, mais en fait elles ne sont pas joyeuses du tout. Au fond, elles rient pour la photographie. Mais en 1917, des centaines de Tourangelles qui travaillent dans les usines ou qui sont au foyer vont descendre dans la rue pour secouer les autorités en disant les journées de travail sont passées de 8h à 10h, 12h. Beaucoup de femmes qui travaillent dans les poudreries sont blessées, ont du mal à respirer, certaines mourront de maladies respiratoires. Beaucoup sont blessés avec les métaux utilisés pour faire les obus, sont blessés parfois et amputés à cause de la gangrène, etc. Donc, elles sont sur le front du quotidien. Et puis, c'est elles qui doivent élever les enfants, raconter au mari qui est sur le front les fautes d'orthographe du petit Jules, etc. Il est vrai que les Français ont écrit des millions, des centaines de millions de lettres pendant la Première Guerre mondiale. Il est facile de retrouver les lettres des poilus tourangeaux, qui sont parfois aux archives départementales ou ailleurs. En revanche, c'est plus difficile de retrouver ce que les dames écrivaient, puisque souvent les gars, les poilus, dans les tranchées, lorsqu'ils étaient trop chargés, se débarrassaient avant tout de ce qui était inutile, donc libérer le barda des lettres des femmes. Et quand on en retrouve, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant
Et les Tourangelles, finalement, n'échappent pas à la règle des plaintes, elles se plaignent, elles ne savent pas comment semer telle ou telle chose lorsqu'elles ont un petit lopin de terre à l'extérieur de Tours, et c'est assez troublant. Et il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans les lettres des Tourangelles et des Tourangeaux qui sont sur le front, c'est la peur de ne pas se retrouver. C'est vraiment la peur de ne pas se retrouver. L'homme a très peur de ne pas retrouver sa femme, il a peur qu'elle soit dans le lit d'un autre, et ça c'est une obsession qui grandit à partir de 1915, qui grandit dans les lettres des poilus et des femmes qui demandent à leur mari poilu de ne pas aller fréquenter les prostituées qui sont juste à l'arrière du front. Il y a même une lettre assez qui est poignante, qui va me faire rire. Il y a une dame qui dit, voilà, on a vu dans la presse qu'il y avait une prostituée qui s'appelle la mitraillette. Vu le débit de la journée. Et j'espère que tu n'es pas passé par là. Évidemment, le mari répond, j'ai trouvé la lettre autour, évidemment que non, je suis fidèle, etc. etc. C'est aussi ça la guerre, ce front de l'arrière. Front de l'arrière, d'ailleurs, que les militaires ne veulent pas appeler un front. En Angleterre, on parle de home front. En Allemagne, on parle de Heimatfront, le front de l'arrière. En France, on parle de l'arrière. Les militaires ne veulent pas qu'on parle de front quotidien des femmes. Donc cette histoire des femmes, d'une guerre à l'autre à Tours, est passionnante, elle reste aussi à écrire. Pour les enfants de Tours, eh bien, la vie est difficile, aller à l'école n'est pas simple, il n'y a quasiment plus d'hommes instituteurs, puisqu'ils sont sur le front, beaucoup d'élèves institutrices vont être recrutés à l'arrache, comme on dit, c'est-à-dire sans même passer tous les concours, les diplômes, et elles vont être diplômées au fur et à mesure que les années de guerre passent, parce qu'elles ont secouru l'instruction publique, l'éducation nationale à ce moment-là. Tours va recevoir beaucoup de réfugiés un peu partout en Europe à ce moment-là. Et puis, en 1917, arrivent à Tours les Américains. Saint-Nazaire, 1917, débarquement des Américains, mais ils ne sont pas opérationnels, les Américains. Il leur faut plusieurs mois, il faut attendre le début du printemps 1918 pour voir les Américains capables d'être décisifs sur le front. Il ne faut pas oublier qu'en février 1918, on n'est pas loin, les Français et les Anglais ne sont pas loin de perdre la guerre. Ils sont vraiment pas loin de perdre la guerre. Car à deux reprises, vous savez que les Allemands sont arrivés très près de Paris, en septembre 14, ils sont 60 km de Paris, et ça recommence à la fin de la guerre. Donc, ils arrivent par Saint-Nazaire, et la plupart des services administratifs américains s'installent en Touraine. Ils installent notamment un peu plus loin, c'est-à-dire dans le Loir-et-Cher, à GF7-sur-Cher, d'immenses congélateurs, toute la viande consommée par l'armée américaine sur le front, et avant d'aller sur le front, et ici en Touraine et en Loir-et-Cher. Et en même temps, cette viande congelée va nourrir une partie de l'armée française, voire des civils qui vivent en Touraine, qui vont réussir à chipper un certain nombre de lots de viande. Les Américains arrivent par milliers en Touraine. Bon, d'abord des Américains qui viennent de l'US Navy, puis ensuite des aviateurs donc, de l'armée américaine donc, qui s'installent dans Tours. D'ailleurs, le grand général John Pershing va venir à Tours le 29 juillet 1918. Vous savez, c'est le commandant du corps expéditionnaire américain en Europe, et il vient inspecter les 12 000 soldats américains qui sont présents à Tours. Pour la vie quotidienne des Tourangelles, ça n'a pas été toujours de tout repos, car s'il y a eu des mariages mixtes, il y a eu aussi des viols, et en assez grande quantité, comme il y en aura aussi au moment de l'arrivée des GIs en Normandie. Bref, c'est pas sain, mais les cafés, les bordels à Tours vont gagner beaucoup d'argent entre 1917 et il y a les archives et le départ des Américains progressivement entre 1918 et le début de 1919. Donc les officiers américains, il faut les loger, ils sont logés chez l'habitant parfois, dans les hôtels, et les soldats, en revanche, eux, ils leur auraient proposé des baraquements, etc. En 1918, on peut dire que Tours est devenu le carrefour logistique de l'armée américaine. On voit ici les Américains qui jouent, qui détendent ici les Tourangeaux dans quelques parcs, et puis qui défileront à plusieurs reprises, notamment des soldats français qui vont revenir au moment de la paix. En 1918, près de 7000 Tourangeaux, il faut le dire, sont employés par les Américains. Sur le plan économique, c'est extraordinaire. Vous imaginez ce qui a provoqué le départ, évidemment. Cela dit, beaucoup
d'anciens combattants vont revenir aussi, reprendre leur poste. Enfin bref, c'est une machine à laver cette guerre. Une machine à laver. Tout est bouleversé, retourné à 360 degrés. Tout est retourné. La vie quotidienne. Beaucoup de couples ne se retrouveront jamais. J'ai trouvé que, par exemple, à Tours, comme dans une grande partie de la France, juste en 1918-1919, eh bien, ce sont les hommes qui prioritairement demandent le divorce. Alors qu'avant la guerre, c'était plutôt les femmes, en faible nombre, mais qui demandent le divorce, qui ne se remettent pas de la guerre, qui préfèrent rester tout seuls ou refaire leur vie. Donc c'est très difficile aussi de se retrouver au moment de la paix. Alors évidemment, les Américains ont laissé beaucoup de traces ici, et le 13 août 1918, le conseil municipal de la ville de Tours prend la décision de donner un nouveau nom à son pont, juste derrière nous, qui est le pont le plus connu de Tours, qui est le pont Wilson. Évidemment, ce pont s'appelait avant le pont de Pierre. Il y a un autre nom, il s'appelle le pont de Pierre. On traversait le pont de Pierre à Tours. Voilà, c'était une tradition de dire ainsi et de le nommer. Et donc, c'est en l'honneur du président américain que ce pont va connaître donc un nouveau nom. Un décret donc, est même signé par le président de la République, Raymond Poincaré, le 28 septembre 1918, qui approuve cette décision. Plus frappante encore est la fontaine dite des Américains, qui est ici à 600 mètres à peu près, au bord de la Loire, à la place de l'ancien cirque de Touraine. Il y avait un cirque là, permanent en Touraine qui avait été démoli avant la guerre. Et donc la fontaine va être construite un peu plus tard, à partir de 1933. Donc vous voyez, la mémoire américaine va être très prégnante jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec des monuments, des plaques, etc. Alors, les soldats tourangeaux vont revenir de cette guerre. Vous voyez ici les Tourangelles aux héros du 66. Le 66e, les Tourangelles. C'était la boucle. Les Tourangelles ont fait bouillir la marmite de la ville, comme elles ont fait bouillir les campagnes. Elles ont labouré, sans chaud, etc., etc. Et vous voyez un peu, je trouvais que c'était un des plus bons slogans que vous pouvez trouver, et je n'ai pas retrouvé dans d'autres villes de France, où j'ai travaillé sur la Grande Guerre des Civils pour un certain nombre de travaux et de colloques. Mais là, je trouve que voilà, bon, c'est pas parce qu'on est à Tours, mais c'est vrai que c'est la première fois que je voyais des femmes avec une espèce de tarte de triomphe, Tourangelles aux héros. Voilà, peut-être avoir les Beaubésiennes, je n'ai pas trouvé l'équivalent anglais ou ailleurs en France. Alors, évidemment, les femmes sont contentes, parce qu'elles vont devoir, pour certaines, il y en a qui sont contentes, pas d'autres, il y en a qui sont émancipées, il y en a qui ont tout fait pendant 4 ans. Retrouver un mari qui va donner des ordres, c'est pas évident. Tout ça partout, évidemment. Et il y a des femmes qui sont assez heureuses de voir leur époux revenir, évidemment, vivant, et vous imaginez les retrouvailles qui ont été extraordinaires à ce moment-là. Alors, les services municipaux, en revanche, ont beaucoup de soucis en 1918-1919 pour 2 raisons. Et les services médicaux, un, la grippe espagnole, et 2, le ravitaillement. Car, en France, à Tours comme dans le reste de France, il y a les premières cartes d'alimentation qui vont être imprimées en 1917, qui vont être utilisées pour un certain nombre de denrées alimentaires. Et 2, la grippe espagnole, qui est transmise vraisemblablement par les soldats allemands sur le front aux soldats français. Vous voyez aucun patriotisme de Franchouillard, je le dis, c'est l'Institut Pasteur qui le dit en 2013 dans un rapport extraordinaire qui enfin nous fait voir clair sur cette épidémie en France, qui a tué 450 000 Français au moins, mais des dizaines de millions d'humains sur la planète, vraisemblablement, voilà, vous allez voir la fourchette entre 150 millions et 500 millions d'habitants de la planète, tués par des grippes dites espagnoles. Et dans la presse tourangelle, en 1918-1919, on voit de la publicité pour une marque de pommade, vous savez, très mentholée, on se met là sous le nez, ça s'appelle Vaporub, pour guérir de la grippe espagnole. Vous pensez bien que, et on vend des tisanes, et on vend ceci, et on vend cela. Les Tourangeaux, comme l'ensemble des Européens, sont totalement démunis face à cette terrible épidémie qui va se calmer. Alors, Tours va devoir faire son deuil et reconstruire des familles, reconstruire des administrations, loger un certain nombre d'individus, il y a quelque chose, voilà, reloger un certain nombre d'individus qui ont été, alors les grèves continuent, en 1918, 1919, les hommes rejoignent les femmes, sur les femmes qui en première vont donc manifester, et ça continue encore en 1919, il y a des grèves, et à l'évidence, la CGT qui a été créée en 1895, et qui a écrit sa petite constitution avec des guillemets au congrès d'Amiens en 1906,
évidemment, attise les flammes de la contestation. Mais les femmes ne sont pas toujours très bien vues à Tours, comme ailleurs, parce qu'elles sont devenues des concurrents dans le travail, et il n'est pas question, les femmes disent non, on veut le même salaire que les hommes, mais pas question, disent les gars de la CGT, la notion de père de famille est extrêmement importante à l'époque, c'est l'homme qui est le responsable du foyer qui doit gagner le plus. Donc ces slogans ne sont pas entendus par la CGT locale, et la Dépêche du Centre, qui est le journal de l'époque, qui sera dissous à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour collaboration, comme beaucoup de journaux français, va mentionner ces tensions sociales. Comme d'ailleurs la Dépêche du Centre, en 1918 jusqu'en 1920, va mentionner le manque de sucre dans la ville, demandant aux tourangelles, toujours aux tourangelles, de faire attention à la consommation de sucre. D'ailleurs, à un moment, le journal dit, la Dépêche du Centre de Tourangelle, mesdames, cessez de donner trop de sucre à vos enfants. Mesdames, vous mangez trop de viande. Et il y a des livres qui paraissent en France sur la cuisine de restriction pendant la guerre, mais aussi encore dans l'entre-deux-guerres, qui seront ressourcés encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, ça commence quasiment de la même façon, y compris des livres d'Édouard de Pomian, le grand physiologiste qui parlait à la radio dans les années 30. Mesdames, c'est à vous que revient l'alimentation du foyer. Vous devez vous priver et évidemment tout sacrifier à votre homme, aux enfants. Et s'il reste quelques graisses au fond de la poêle, alors, et un bout de pain, vous pourrez saucer in fine à la fin du repas. Et c'est dit avec un sérieux désarmant, évidemment pour nous, aujourd'hui. Bref, faire son deuil, les années folles à Tours, oui, effectivement, Tours va aussi avoir une intense activité culturelle dans l'entre-deux-guerres. Il faut essayer d'oublier, de s'évader. Le Grand Théâtre de Tours va avoir une programmation très riche pendant l'entre-deux-guerres. Et surtout, Tours va se couvrir, les cimetières de Tours, les places principales de Tours se couvrir de monuments en hommage aux différents combattants qui sont morts pendant la Grande Guerre. Les sculpteurs sont invités, de grands sculpteurs, le célèbre Marcel Gaumont, un Parisien qui est un ancien élève du sculpteur tourangeau François Sicard, Victor Laloux, architecte de la municipalité de Tours, propose la construction de nouvelles artères. Il y a des souscriptions qui sont lancées pour, évidemment, je dirais, améliorer et rendre hommage et améliorer, par exemple, le prestige de l'hôtel de ville où nous irons tout à l'heure, notamment, est construit. Vous allez voir tout à l'heure dans le mur, vous allez monter, on va monter dans cette salle des fêtes, en montant, on va voir une urne, on va voir le nom des soldats de la municipalité qui est gravé. Et donc ça a été fait en 1924 par Laloux, qui a son nom de rue ici, Victor Laloux, architecte de la municipalité, qui va donc réfléchir en 1923-24 à réaliser un monument en grande pompe avec les noms des morts pour la France de Tours, qui sont gravés donc dans le mur. Et vous verrez, vous allez monter, et vous verrez le nom de tous les combattants qui ont été tués en 14-18. Vous ne pouvez pas les monter. Alors, il y a ici, vous les compterez ce soir, 1836 noms, en montant par cet escalier magistral, impérial, pourrait-on dire, même s'il est républicain. Donc, 1836 noms de Tourangeaux morts pour la France qui sont ainsi gravés. C'est spectaculaire. Au moment de l'inauguration, il y a vraisemblablement 40 à 60 000 personnes, même sur la place Jean Jaurès, où nous irons tout à l'heure. Alors, le retour à un temps normal, pour l'interrogation, c'est pas vraiment ce qui va caractériser la ville de Tours, qui va connaître, je vois que le temps passe, donc il faut que je raccourcisse. L'inflation des prix va être aussi une grande préoccupation des années 20 pour les Tourangeaux, des années 20, des années 30. Les Américains s'en vont, petite période de chômage, de tension, nouvelle grève, et Tours va tout de même continuer à devenir une grande ville industrielle, notamment grâce à sa gare de Saint-Pierre-des-Corps, grâce à la gare de Tours. Près de 7000 cheminots travaillent à Tours, vivent à Tours dans les années 1920-1930. Il y en a aussi, alors, il y en a à peu près 6000 sur 7000 qui travaillent à la compagnie du PO. Vous savez, la compagnie de chemin de fer de Paris-Orléans, parce que la SNCF n'est créée qu'en 1937. Et par avant, c'était donc, vous le savez, des compagnies privées. Donc, l'État, le département, les tramways de Tours, c'était une compagnie aussi, les tramways de Tours
embauche près de 1000 personnes également. Donc il y a vraiment une structure ici, tout autour, une structure salariale autour du transport, notamment. Il y a des démonstrations de force syndicale tous les 1er mai. Les anciens combattants ne cessent de défiler chaque année, anciens combattants de gauche, de droite, d'extrême droite. Et entre-temps, n'oublions pas la fondation du Parti communiste français à Tours. On aperçoit qu'il y a certaines. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Qui ont sauté les dépôts. Tant pis. Alors, on a deux photos. En fait, deux photos sur le congrès de Tours en 1920, qui accueille avec donc une banderole prolétaires du monde, soyez les bienvenus. Plusieurs milliers de sectionnaires vont donc venir occuper comme vous ce week-end tous les hôtels. Ils vont venir plusieurs jours. Des idéologues, hommes comme femmes, comme Tara Zetkin, vont venir à Tours, des idéologues étrangers, russes, qui vont venir apporter leur idée, leur courant de pensée au nom d'un communisme internationaliste. Et vous savez, à ce moment-là, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, va être minoritaire. À la tête de cette section française de l'Internationale ouvrière, c'est Léon Blum qui se retrouvera minoritaire, battu par la SFIC, section française de l'Internationale communiste. Il y avait d'autres courants. Je ne rentre pas dans le détail, on en a pour des heures. Et donc en 2020, ici, a eu lieu dans cette salle un colloque international sur le congrès de Tours, justement. Alors le lieu, la salle du congrès de Tours n'existe plus, il y a une plaque qui rappelle que 300 délégués sont venus là, plus des milliers de militants qui sont venus là pendant plusieurs jours de décembre 1920, dans une salle qui s'appelait, notamment, il y avait une salle à côté, dans la commune de la Riche, qui s'appelait la salle des Démophiles. Le maire de Tours était blumiste, c'est-à-dire favorable à Blum, donc il a très vite compris que Blum devait être exfiltré de la salle du congrès de Tours, puisqu'il était devenu minoritaire, donc ils sont allés, là on ira tout à l'heure, à 18h, pour se réfugier quelques dizaines de socialistes face à des communistes qui avaient pris le pouvoir à ce moment-là. Donc Tours est une ville de crise aussi, vous voyez, crise politique à l'échelon national. C'est aussi à Tours, grâce au maire de Tours, le maire socialiste qui s'appelait Ferdinand Morin, SFIO, qui a été maire de 1925 à 1942, c'est grâce à lui aussi que la CGT et la CGTU se sont réconciliés à Tours un peu plus tard, avant la Seconde Guerre mondiale. Eux aussi s'étaient séparés, évidemment, à l'occasion du congrès de Tours, à l'issue du congrès de Tours, mais lui a fait se réconcilier ces deux tendances de la CGT. Donc vous voyez, c'est pas que séparation, mais aussi, dans cette histoire des gauches, réconciliation. Et puis, dans l'entre-deux-guerres aussi, Tours va accueillir des centaines de réfugiés espagnols. Tours est un carrefour aussi du refuge espagnol. Et moi, j'ai eu des collègues ici qui sont filles de réfugiés, sur la retraite aujourd'hui, filles ou fils de réfugiés espagnols. Il y a eu aussi, on l'oublie souvent, quelques réfugiés italiens qui ont quitté l'Italie fasciste et qui sont installés ici, là, dans la rue, dans des baraquements, qui étaient très mal vus, victimes de xénophobie. Ils étaient, pour certains, trop catholiques, pour d'autres, ils ne sentaient pas bon. Enfin bref, il y a eu aussi ici des tensions, pas celles que le Sud a connues, mais des tensions anti-italiennes très fortes. Alors, tout ceci est raconté évidemment dans la presse, dans les archives de la police, les archives préfectorales, de la police municipale. Il n'existe pas de police nationale avant 1941. Donc c'est la police municipale qui laisse les rapports sur les tensions politiques, quelques rixes dans les années 30, entre les croix de feu de Tours, du colonel Larocque, et les communistes. Mais c'était, on va dire, de bonne guerre. À l'époque, comme dans toute la France, il y avait ces tensions, qui étaient des tensions entre anciens combattants. On peut dire qu'à Tours, il y a une nouvelle classe sociale qui est née de la Première Guerre mondiale, qui est celle des anciens combattants, et qui tiennent des associations à Tours, qui tiennent la ville en quelque sorte, y compris la plupart des grands sièges municipaux à Tours. Et puis, une autre guerre, une autre ombre arrive sur Tours, qui est la guerre 1939-1945. C'est une des rares photos ici de l'exode de mai-juin 40 qui est passé par Tours. Des milliers et des milliers de Parisiens sont passés par Tours. Petit rappel, deux vagues d'exode. Mois de mai 1900, à partir du 10 mai 1940, après des mois et des mois de drôle de guerre, en passant 10 000 soldats français sont morts pour la drôle de guerre.
escarmouches, combats, Forbach, etc., commando, corps franc de Joseph Darman, par exemple. Il y a des morts, bon, mais la population ne le sait pas, forcément. 10 mai 40, première vague, donc, de l'exode, plutôt cette première vague, ce sont des Belges, 2 millions de Belges, quelques centaines de Luxembourgeois, de Hollandais qui arrivent vers Paris, des Ardennais, des Français qui se disent on va suivre les Belges finalement. Tout est à peu près prévu. Très peu de réfugiés arrivent au mois de mai à Tours. En revanche, vous savez, c'est la vague complète en juin, la deuxième vague de l'exode. Et là, ce sont notamment à partir du 10 juin, lorsque le gouvernement quitte Paris, eh bien, les 2 millions de Parisiens vont décider aussi de se diriger vers la Loire. Tout le monde dit, c'est l'armée française qui a laissé courir cette rumeur, qu'il y aura une contre-offensive comme celle de Gallieni sur la Marne en 1914. Et elle aura lieu sur la Loire. Donc tout le monde se jette sur la Loire. Et la France, c'est à ce moment-là, au mois de juin, avant qu'Hitler n'arrive dans la région avec ses troupes, c'est près de 8 à 9 millions de Français, de Belges qui se retrouvent sur les routes de France. Évidemment, dès que les Parisiens s'en vont, ils emmènent avec eux tous les jours de l'Orléanais, etc. Mais il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de réfugiés qui partent de la région lyonnaise. Et il y a beaucoup de réfugiés venant du Nord vont se rejoindre dans le Massif central, ils n'ont plus d'essence, c'est un bazar extraordinaire, un bouchon extraordinaire. Le génie français fait sauter tous les ponts. Gien, Sully, Orléans, Blois, Amboise, Tours. Et donc c'est très compliqué, les réfugiés partout essaient de trouver de l'eau, de s'arrêter, les voitures sont bombardées régulièrement, plutôt mitraillées, les colonnes de réfugiés, voitures, piétons, il y a des familles, des mères qui sont avec 4-5 enfants, qui marchent depuis 200 km, qui sont mitraillés par les Stukas. C'est une période atroce. Il y a des Français qui battent des réfugiés parce qu'ils ne veulent pas les aider. C'est aussi une réalité. Il y a des Tourangeaux à qui il est demandé un verre d'eau et qui envoient du purin sur les réfugiés qui passent. Ça aussi, c'est une réalité. Il n'y a pas une si grande solidarité que cela entre tout le monde. C'est la panique. Les gens se disent, passez votre chemin à Tours. Passez votre chemin. Certains cafés que je ne citerai pas, qui sont toujours ici, refusaient aux gens l'hospitalité, une chaise pour quelques heures avant de repartir, ou un verre d'eau gratuit. C'est ça aussi la guerre que les Tourangeaux, que toutes les villes qui ont connu l'exode vont connaître à ce moment-là. Et ici, ils ont de la chance, ils ont encore de l'essence, vous voyez, ce sont des vénards qui sont en voiture, qui n'ont pas le radiateur encore explosé, mais ça ne serait tardé entre Tours et Massif central. Entre le 10 et le 14 juin, on ne peut plus bouger dans Tours. Le pont Wilson est complètement bloqué. Tout le monde a peur d'être rattrapé par les Allemands. Mais finalement, l'exode apparaît comme un leurre, car tout le monde sera rattrapé par les Allemands. Quasiment tout le monde sera rattrapé par les Allemands. Beaucoup se disent, mais après, c'est facile de dire après, on aurait mieux fait de rester chez nous après tout. Après tout, d'autant plus que la plupart des réfugiés, les exodiens, comme disait Jean-Pierre Zema, ils appellent les exodiens, oui, vont retrouver leur maison intacte en revenant dans la phase d'exode à rebours. Et les Tourangeaux se disent, mais comment on va continuer à manger? Ceux des Tourangeaux qui ne partent pas au Metz jusque vers Bordeaux. Du 10 au 14 juin 1940, le gouvernement est à Tours. Il est à la préfecture, à quelques encablures du lycée Descartes et de la mairie. Ici, donc, vous avez le maréchal Pétain qui s'ennuie. Il y a une autre photo, j'ai vu, je ne sais pas pu vous mettre, mais parce qu'il y avait des droits, etc., où on voit la même photo et on voit Pétain qui regarde dans l'autre sens. Elle est assez symbolique comme photo. Et c'est là que, on voit Reynaud, etc., Singer, et c'est là qu'on voit qu'il va négocier à Breton, qui va recevoir les conditions de l'armistice par Hitler. Et donc, on est entre le 10 et le 14 juin, Tours est capitale éphémère, et lui vient à Tours quelques heures, où il somme les Français de continuer le combat. Il semble que les pétainistes, les gens qui sont derrière Pétain veulent l'armistice, veulent la cessation de l'hostilité, lui il dit non, autour de Gaulle, vous allez vous réunir, etc., etc. Donc il est venu ici quelques heures, alors le Nouvelle République, le journal du coin, aujourd'hui, qui avait supplanté la dépêche du Centre en 1945, au moment de l'épuration de la presse, aime à nous montrer, à tous les anniversaires, le bureau où Churchill s'est assis avec une marque de cigare, qui est censée être la marque de cigare, puisque Churchill aurait écrasé ce cigare à la fin. C'est rigolo, on n'en sait rien, mais c'est assez rigolo, et les Tourangeaux sont fiers d'avoir reçu Churchill. Alors là, il y a une photo qui traîne
assez flou, on le voit sortir de la préfecture de Tours. Bref, l'armistice finalement sera la voie choisie, avec l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, et vous le savez, la France va être compartimentée en plusieurs zones, deux grandes zones, l'Indre-et-Loire étant coupée en deux avec le couple de la ligne de démarcation dans le canton de Guéret-Quéréchère, c'est là où j'habite, à 25 km d'ici. Et à ce moment-là, si vous voulez, les Allemands sont donc, avant même que les Allemands s'installent, ils vont tout de même, les Allemands, vouloir prendre la ville de Tours, qui n'est pas déclarée ville ouverte. Donc il y a des soldats français qui, là, ici, dans la rue, sont positionnés pour empêcher les Allemands de construire un pont de bateau, parce qu'ils veulent, évidemment, franchir la Loire pour arriver jusqu'à nous. Et ça va très très mal se passer, puisqu'il y a coup de canon et de mortier. Voilà la bibliothèque en 1939, la bibliothèque municipale en 1939, sur le côté de la cathédrale. Et la voici, après une canonnade allemande, le bombardement allemand de 1940, le 20 juin 1940, une grande partie de tout le quartier que vous avez traversé, si vous allez à pied par la rue nationale, vous allez voir la différence entre les vieux bâtiments et les nouveaux bâtiments qui ont été reconstruits. Voilà la bibliothèque municipale. De l'autre côté, il n'y a plus rien. Des centaines de milliers d'ouvrages ont disparu, des incunables par centaines disparaissent sous les flammes, des tourangeaux meurent également, puisque l'incendie va se consommer pendant près de 3 jours. Et enfin, si vous voulez, les Allemands vont donc faire plier les Français qui se replient évidemment au moment où notamment va être demandé aux Français de se replier parce que, en fait, on demande aux soldats français qui ne veulent pas lâcher malgré le bombardement de la juin, mais là, un ordre arrive de Pétain qui dit « Vous devez lâcher la ville de Tours puisque la délégation de plénipotentiaires qui doit aller à Rotonde doit passer par ici, c'est-à-dire doit passer la Loire à Tours. » Et les combats s'arrêtent. Ici, il y avait donc des soldats qui étaient extrêmement pugnaces à ne pas laisser passer donc, les Allemands. Alors, cet incendie, si vous voulez, va marquer beaucoup la mémoire des Tourangeaux, puisque c'est une perte culturelle extraordinaire, avec près de 12 hectares du centre-ville ici qui vont être sinistrés, qui vont voler en éclats. Le volume de déblais a même été estimé à 200 000 mètres cubes en juin 1940. Évidemment, Tours va devoir ensuite déblayer. Tours va abriter rapidement près de 5000 occupants, 5000 Allemands qui vont donc se retrouver. Donc ici, vous voyez la rue Colbert, après le bombardement, qui est une rue juste là, à 700 mètres, une rue perpendiculaire. Vous allez voir l'église là, qui est là, c'est le seul monument qui est resté avec quelques maisons médiévales lors du bombardement de juin, bombardement canon de juin 40 et du bombardement américain, des bombardements américains de 1943-1944. La rue Marceau, 1940, et les quelques monuments sacrés de la ville sont restés à peu près debout. L'hôtel Gouin de la Renaissance, il ne reste plus que la façade. Il a été reconstruit en ciment à l'arrière après. La rue nationale, que vous allez remonter peut-être à pied tout à l'heure, voilà ce qu'il en reste, en tout cas là au tout début, sur à peu près 700-800 mètres. Donc il va falloir reconstruire. Et dès le début, le maire de la ville, le maréchal Pétain est au courant de la destruction à Tours et d'autres destructions. Le maréchal Pétain engage un grand programme avec des architectes, des concours pour évidemment reloger les Tourangeaux et pour reconstruire la ville à l'identique. Ce programme ne verra jamais le jour, évidemment, avec la collaboration, le pillage allemand. Vichy n'aura aucune coup des franges économique pour une reconstruction. Donc beaucoup de Tourangeaux vont être dans les baraques et les baraquements dès juin 40 jusqu'à certains 1952-1953. Donc voir un peu plus loin pour certains. Je vous en montrerai un tout à l'heure, un baraquement qui était encore en place il n'y a pas si longtemps, place de Strasbourg à Tours. Alors, les Allemands sont arrivés et les Allemands demandent l'ouverture de bordels qui ont été fermés dans l'entre-deux-guerres. Et là, par contre, ils mettent en place une réglementation sanitaire très réglementaire, comme quoi les soldats allemands attrapent des mauvaises maladies sexuellement transmissibles,
Et les prostituées sont surveillées, il y a des règlements. Le maire de Tours, à ce moment-là, est mis au courant qu'il faut faire très attention parce que les Tourangeaux paieront les dégâts qui sont faits dans les maisons closes aux soldats allemands, parce que ce sont forcément des Tourangelles qui les auront contaminés. Donc on voit tout ça, une législation, réglementation qui se met en place. La statue de Balzac, dont on parlera ce soir, le collègue parlera ce soir du lycée Descartes, la statue de Balzac est déboulinée les 7 et 8 janvier 1942, dans le cadre de la campagne, vous savez, de récupération des matériaux. 1600 kg de bronze, la statue de Balzac, ont été récupérés et fondus. Le régime de Vichy a installé plusieurs services, la milice à ses bureaux, à partir de 1942, près de la place Jean Jaurès, la Légion des volontaires français très pétainistes va également, et la Légion française des combattants très pétainistes, et la Légion des volontaires, beaucoup plus collaborationnistes, contre le gauchisme, s'installe 14-16 place Jean Jaurès, nous serons tout à l'heure en juillet 1942, et la répression va bon train à Tours, comme dans de nombreuses villes. En février 1942, les Tourangeaux voient cette affiche, le Becan Marot, le célèbre Avis, qui est affiché dans pratiquement tous les Feldkommandant toureux. 2 soldats allemands, c'est peu connu, ont été tués dans la ville de Tours. On pensait qu'il y avait surtout le Feldkommandant Hotz à Nantes en octobre 1941, le colonel Fabien qui assassine Moser dans le métro parisien, Bordeaux également, mais peu connu, et on ne connaît pas vraiment, toujours pas l'origine de cet assassinat de plusieurs soldats allemands. Donc là, couvre-feu, février 1942, mais c'est vrai que la résistance armée a commencé à agir en France depuis que les nazis ont attaqué l'Union soviétique, quelques mois auparavant. Un certain nombre de communistes ont commencé à prendre les armes contre les soldats allemands, parfois conduisant ce qu'on appelle la politique des otages. Vous voyez ici la fameuse église qui est juste là, l'abbaye, même si Saint-Julien, qu'on appelle l'église aujourd'hui, qui était toute seule debout après le bombardement de 40. Vous voyez des pierres posées, c'est tout. Il est prévu de les réutiliser à ce moment-là, mais ce ne sera pas le cas. C'est aussi la répression, la Gestapo qui s'installe ici, rue Georges Sand, et c'est un des bâtiments art déco de Tours. D'ailleurs, tous les bordels de Tours aujourd'hui sont des lieux très visités parce que très colorés et très art déco. Donc ça fait partie du parcours art déco, les bordels qui ont été rouverts par les Allemands, ou largement financés et restaurés par les Allemands, et là beaucoup moins souriant, le siège de la Gestapo, où des centaines de Tourangeaux vont être torturés, dont des prêtres, des professeurs, des instituteurs. Et là, il y a un chef allemand qui s'appelle Georg Brückel, qui est le chef de Gestapo de Tours, qui sera arrêté à Baden-Baden en 1948, condamné à mort en 1954, mais sa peine sera commuée en incarcération de 10 ans. C'est le patron de la Gestapo, et il a de très nombreux indicateurs dans l'ensemble de l'Indre-et-Loire. Beaucoup de femmes, j'avais retrouvé la liste de numéros de Françaises et de Français, il y avait des numéros, des indicatifs à la Gestapo, c'était les habitants des villages du coin qui rabattaient, qui renseignaient sur les passeurs clandestins. Par exemple, il y a une dame qui a dénoncé les gendarmes de Bléré, de Chinon, de Loches et de Tours. Le colonel Rabi, qui commandait tous les gendarmes de la Loire, a été décapité à la hache ensuite à Cologne, dénoncé par une femme qui a dénoncé des prêtres qui étaient en réseau ici pour travailler et faire passer du renseignement à la ligne de démarcation. Donc il y a eu des choses très très graves. Raymond Aron et les Attiolés sont passés par Tours clandestinement. Ils ont été arrêtés à Loches. Et les Attiolés racontent dans un ouvrage qui s'appelle « Ce n'était qu'un passage de ligne » qu'ils ont été vraisemblablement dénoncés par un camarade pour une oie. Pour une oie. Voilà, parce que beaucoup de gens ont faim, et notamment en ville. Les Tourangeaux, il est par exemple les Tourangeaux allaient jusqu'aux limites, aux confins de l'Inde, au-delà de Loches, de l'Inde et de l'Indre-et-Loire, pour trouver un bout de viande et ramener ici à Tours. Les pères de famille partent à vélo et essaient de trouver chaque dimanche 1 kilo de carottes, etc. dans les fermes de l'Indre-et-Loire. C'est ça aussi la vie pénible des Tourangeaux qui font la queue pendant des heures. Il y a des Tourangeaux qui nous racontaient, qui sont décédés aujourd'hui, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé mes recherches sur la Seconde Guerre mondiale, qui m'ont raconté que parfois à Tours, dans la rue nationale, ils attendaient 4-5 heures avec leur ticket de rationnement pour rien. Donc il y avait même des Tourangeaux qui étaient payés pour faire la queue à leur place, pour ceux qui avaient les moyens.
ceux qui avaient beaucoup de moyens, il y avait le marché noir, le marché gris, et puis ceux qui avaient des familles dans les fermes pouvaient éventuellement trouver à Tours de la nourriture. Surtout, il y a eu au siège de la Gestapo une des plus grandes tortionnaires françaises, une Alsacienne qui s'appelle Clara Knech, vous la voyez ici, qui a torturé des centaines d'hommes, puisqu'elle leur infligeait, je ne fais pas de dessin ni de description, des tortures sadiques sur l'appareil génital masculin pour les faire parler. Elle en a fait beaucoup. Elle a disparu après la guerre, mais vous savez que les Tourangeaux se souviennent très bien de cette dame qui, avec une autre dame, avait un point commun. Il y en a une qui avait 7 enfants et l'autre 9 enfants. Donc c'est des femmes qui, au début de la guerre, souffraient de la faim, n'avaient plus d'hommes, et qui se sont reconverties dans le service à la Gestapo. Autant vous dire que si les Tourangeaux lui étaient tombés dessus, elle ne faisait pas long feu. Alors il y a quelques Françaises qui, au moment de l'épuration ici, ont été tondues, comme dans tant d'autres lieux de France. Alors plusieurs dizaines de Tourangeaux ont été reconnus juste parmi les nations, plusieurs dizaines de familles de Tours, et autour de Tours ont caché des familles juives, ont été faits juste parmi les nations, donc par Yad Vashem, souvent très longtemps après, à titre posthume. Ici, une des figures de la résistance, qui va devenir le maire provisoire, le CNR, le Conseil national de la résistance, qui va nommer Jean Meunier de la SFIO, maire provisoire de Tours au moment de la Libération, tandis que Robert Vivier, agrégé d'histoire, devient le préfet de la Libération de Tours, commandé et dirigé par Michel Debré, qui est à Angers, qui est le super préfet des différents départements du centre, ici, Val-de-Loire, comme on l'appelle aujourd'hui. Meunier a pris beaucoup de risques. Il travaille dans une imprimerie, évidemment c'est très utile pour la résistance, et il a dû très rapidement rejoindre la clandestinité, faire exfiltrer sa famille. Il fait partie des grandes figures de la résistance, comme beaucoup d'abbés, beaucoup de prêtres et des sœurs des établissements religieux de Tours. Parce qu'on avait parlé de Tours au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'était un haut lieu aussi d'abbaye religieuse française, haut lieu de pèlerinage, depuis les Mérovingiens, comme vous le savez. Clovis peut-être que les dans le coin, ou peut-être pas, mais en tout cas pas très loin d'ici. Tours était la frontière entre le pays mérovingien et un autre espace. La libération de Tours, Michel, je suis presque dans les temps, pardon, mais dans le temps aussi. La libération de Tours, vous avez ici alors une photo qui a été prise par Jean Chauvin, très jeune, qui a été une grande figure ici pour nous, les Tourangeaux, qui connaissent un peu la Touraine. Jean Chauvin, et cet homme qui a pris, était très jeune pendant la guerre, beaucoup de photos, de films clandestinement. Il y avait des pellicules, et il prenait souvent le passage des avions, il se cachait derrière des volets, et la plupart de ces films servent aujourd'hui à alimenter beaucoup de documentaires sur toutes les chaînes françaises. Il a servi au grand documentaire de Daniel Costel sur l'occupation de la France, et c'était un médecin qui, pendant toute la guerre, alors il n'était pas médecin pendant la guerre, il était très jeune, il a dessiné ce qu'il voyait en couleur. Donc il y a des carnets de dessin. Si vous allez aux archives départementales de Maine-et-Loire, vous avez un fond Jean Chauvin extraordinaire. Il a gardé des lettres de passagers clandestins de la ligne d'embarcation, comme tant de familles aussi ont gardé des lettres. Tout est déposé aux archives départementales. Alors, beaucoup d'imprudence. Les gens qui avaient passé la ligne en passant par Tours, Tours est occupé, et ensuite en passant la zone libre vers Loges, Bléré, etc. Beaucoup de gens envoyaient des lettres aux passeurs pour les remercier. Très prudent dans la guerre. Jean Chauvin disait que il avait organisé une filière, tout le monde tremblait chaque fois que le facteur arrivait, de peur que la Clara Knech, qui avait signé cette invitation, soit très proche de les arrêter. Donc, si vous voulez, les ripostes ont eu lieu, la résistance a été très bien organisée autour d'abbés, de Jean Meunier notamment, mais aussi beaucoup de morts qui ont été dénoncés par des Français à Tours. Alors, je tiens à dire que la délation, ça n'a pas été un sport favori, comme on l'a écrit pendant très longtemps. Il n'y a pas eu des millions de dénonciateurs en France. Vous savez, avec 5000 délateurs en France, vous faites déjà des dégâts. Et les colloques qui ont été faits, qu'on a fait avec Jean-Pierre Zema, avec Olivier Villorca et d'autres camarades, montrent que, en fait, les règles de délation, certes, sont nombreuses, mais elles sont issues de quelques milliers de personnes, c'est-à-dire entre 10 000 12 000 personnes à tout casser. Mais ça fait des dégâts. Elles sont toutes signées de façon anonyme, c'est souvent signé X, un bon français, signé un bon français. Mais vous savez, parfois aussi des lettres de délation terribles, qui sont presque involontaires, des pères de famille. Un père de famille, il écrit
un commissaire de police de Tours, la police nationale, qui a été créée par Vichy en 1941, un commissaire de Tours qui en 1943 reçoit la lettre d'un père de famille qui est furieux parce que sa fille fréquente des garçons qui ne lui plaisent pas. Donc, il dit voilà, ce sont des malfrats, il en a fait des gars, il fréquente ma fille, voilà, c'est une sorte de vengeance contre sa fille, qu'elle fréquente ses garçons, très bien. Le commissaire fait l'enquête, les 3 gars sont juifs et ils sont morts à Auschwitz. Voilà. Et la fille a été déportée à Ravensbrück, elle est revenue vivante, mais vous imaginez les dégâts par ricochet. Une lettre comme ça, d'un père de famille qui ne supportait pas l'outrecuidance, une émancipation de sa fille. Et on en trouve comme ça des lettres par 60 000, ne serait-ce qu'à l'échelon d'une ville comme Tours. Bref, Tours est libéré, puis ici, la place Jean Jaurès, nous saurons tout à l'heure. Là, ici, vous avez le tribunal, de l'autre côté de la rue nationale, qui est symétriquement parallèle, quasiment, donc vous verrez, à l'hôtel de ville. Mais Tours, c'est aussi de nouveaux bombardements qui ont eu lieu en 1943-1944, et c'est le chaos à Tours avant la libération. La libération de Tours, c'est le 1er septembre 1944, mais le 1er septembre 1944, la ville de Tours a connu, entre le mois de mai et le 1er septembre, de très nombreuses destructions avec des bombardements en haute altitude américains. Vous savez que le bombardement américain a été fait en haute altitude, c'est-à-dire c'était tapis de bombes, et voilà. Et donc, ce sont des milliers de Tourangeaux qui sont donc atteints. Je rappelle que le 11 avril 1944, 115 appareils, cette fois-ci la Royal Air Force, donc les Anglais, vont lâcher 1700 bombes explosives et des milliers de bombes au magnésium sur Saint-Pierre-des-Corps, une partie de la ville de Tours, sur toute la périphérie, 18 morts, des dizaines de blessés, tout est rasé à Saint-Pierre-des-Corps. La ville de Saint-Pierre-des-Corps, c'est 2000 sinistrés. Dans la nuit du 10 au 20 mai 1944, 500 tonnes de bombes explosives sont déversées sur Tours par des centaines d'avions, sur la gare de Tours, par là où vous êtes arrivés pour certains et certaines, 150 morts, et ainsi, et le bilan, entre mai, avril 1944 et septembre 1944, le bilan devient catastrophique. Tours est devenu une ville martyre, une des villes martyres des bombardements, alors pas à l'image de Saint-Lô, bien sûr, pas à l'image de Normandie, des milliers, des dizaines de milliers de morts, 30 000 morts civils au moment du débarquement, dans les premiers jours du débarquement, Caen, Saint-Lô, etc., vous connaissez. Et donc, ça a été aussi ça, le coup de la libération, avec la vallée du Cher. Alors là, les Allemands vont se sauver par milliers par la vallée du Cher. Ils sont harcelés par les maquisards, par ceux qui ont refusé de rejoindre le STO à partir de février-mars 1943. Et le 1er septembre 1944, Tours est enfin libéré de ses occupants. Mais les souffrances sont loin d'être finies. Et pourtant, comme partout en France, vous voyez les images de Tours au début de 1945, il y a plusieurs difficultés. Alors, il y a des choses assez étonnantes. Le baby-boom a commencé en France en 1943, à Tours aussi. Il suffit d'aller voir le registre d'état civil à Tours, vous voyez, c'est une profusion de naissance en 1943. Alors, je ne suis pas psychanalyste, chercher les explications, pourquoi d'un seul coup les gens, au moment où ils mangent le plus mal de leur vie, se mettent à faire des enfants. Ils mangeront encore plus mal à Tours comme ailleurs, à partir de 45. Entre 45 et 47, les Tourangeaux mangent de la racine, je peux vous dire. Ils mangent encore moins bien qu'en 1944. Et surtout, il y a des enfants qui meurent dans les gravats. Beaucoup d'enfants de familles sinistrées vont chercher des bouts de tôle, des morceaux de murs pour essayer de construire des abris de fortune pour leur famille. Il reste beaucoup de mines, il reste beaucoup d'armes non explosées. Ici, à Tours, depuis que je suis gamin à peu près, j'étais gamin ici, mon frère était gendarme, au moment d'une mutation, je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, c'était au moment, dans les années 70, 76, il découvre plusieurs bombes, là, ici, sous les arches du pont Wilson. Et donc, régulièrement, la Loire, au moment des crues, au moment surtout de l'étiage, il y a des petites bombinettes de 500 kg qui sont découvertes, comme sur le pont de Sully-sur-Loire, Orléans. Et donc, il y a des enfants qui vont mourir. Il y a des enfants qui vont aussi être amputés parce qu'ils se blessent dans les gravats. Donc, il faut créer toute une signalétique. La municipalité est obligée de créer une signalétique. Il faut calmer la vindicte populaire au moment de l'épuration sauvage, c'est-à-dire au moment où des femmes vont être tondues à Tours, place Jean Jaurès. Et je peux vous dire qu'il y avait du monde pour les humilier. Il y avait près de 4 à 5 000 personnes au moment de la tombe des femmes. Au moment de la libération, les 2 et 3 septembre, le journal s'offusque, n'empêche que ça a eu lieu aussi ici. Alors, les souffrances, vous voyez, vont se poursuivre. On peut dire que jusqu'à la fin des années 1940, pour les Tourangeaux qui ont été sinistrés, c'est
de l'à peu près, c'est du logement en baraquement, c'est, vous voyez, un baraquement de place de Strasbourg. Celui-ci va exister quasiment jusqu'à la fin des années 1960. Alors, pour autant, on fête la victoire à l'hôtel de ville, et pendant 3-4 années, au moment du 1er septembre, eh bien, en 1946, 47, 48, 49, eh bien, il va y avoir des cérémonies, et tout va, comme depuis 1914, au moment des moments glorieux de l'histoire, être pavoisé du drapeau tricolore. Voilà ce que je voulais vous dire en 1 heure et 4 minutes, pardon. Merci encore. Bienvenue dans notre pays de Touraine, faites attention au foie, et bienvenue dans cette capitale éphémère, mais heureuse et pas celle de 40. Merci beaucoup.